Ce vieillard clochardisé dans ce jardin en broussailles, cet homme voûté qui traverse à pas compter ce décor misérabiliste, est incontestablement l'un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature, l'un des plus admirés en même temps que l'un des plus détestés. Redoutable de parler de cet homme, car l'évoquer, c'est s'exposer à l'outrance, la subir comme y succomber. D'emblée, en octobre 1932, avec son premier ouvrage, Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline accomplit l'impossible miracle de l'intrusion du langage parlé dans le langage écrit et signe un de ces temps forts littéraires dont il n'existe peut-être pas plus de 3 ou 4 exemples. Roman d'une ampleur incomparable, paraissant écrit sous l'empire d'un effroi compassionnel en réponse à une condition humaine ballottée entre le tragique et le dérisoire, Voyage au bout de la nuit est la révélation d'une écriture à l'image de son auteur, jamais apaisée et comme lui, tout aussi hallucinée. Je suis né à Courbevoie-Seine, Rente-du-Pont, le 27 mai 1894. La Seine a gelé. Ma mère crachait le sang, de misère, il faut le dire. Elle a vécu 74 ans. Elle était ouvrière dentelière. Elle est morte aveugle. On a toujours été bien travailleurs dans ma famille, et bien con. Et votre père? Mon père était correspondancier, parce qu'il était licencié SLET, mon père. Et alors mon père avait des prétentions littéraires, il les avait d'ailleurs. C'était un homme lettré. Oui, voilà. Et de la rue et de Courbevoie, vous êtes allé où? Je suis allé passage Choiseul. Et ce qui est le plus beau, c'est que le passage Choiseul, à cette époque-là, était au gaz. Ce qui fait qu'il y avait 360 becs de gaz qui marchaient à partir de 14 du soir. On était dans le gaz, j'étais élevé dans une cloche à gaz. J'ai vécu dans la panique de l'odeur. Chez nous, on bouffait des nouilles. On bouffait des nouilles, pourquoi? On faisait une lessiveuse de nouilles. Parce que la nouille est le seul aliment, vous parlez justement d'une gargote, le seul aliment qui peut se faire et qui n'a pas d'odeur. Donc il n'était pas question ni de viande, ni de poisson, ni de rien, la nouille. Passage Choiseul, il n'y a pas beaucoup de spectacles de la nature. Ah, il n'y en a aucun. Alors, un petit gosse de Paris connaît peu la nature, le ciel, l'air pur. Comment avez-vous découvert la nature? Au cimetière, pour aller voir la tombe de ma grand-mère, quand elle est morte, au cimetière. Et puis, au Squarlou, ouais, parce que c'était mon école. Vos parents vous destinaient à quel métier? L'ambition de ma mère, c'était de faire de moi un acheteur des grands magasins. Il n'y avait pas plus haut dans son esprit. Et quant à mon père, il ne voulait pas que je fasse des études parce qu'il trouvait que c'était la misère. Il le voyait parce qu'il en était dedans. Passé le certificat d'études, Louis Détouche est garçon de course chez des joailliers parisiens. En septembre 1912, à 18 ans, il devance l'appel et s'engage pour 3 ans dans l'armée. Une fois qu'on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Dans le voyage au bout de la nuit, Oui. Votre héros s'engage à 18 ans parce qu'il est entraîné par une musique. Ah ouais, zéro, non, ça c'est de l'imagination. Vous vous êtes engagé par patriotisme, par vocation ou par accident? J'avais un certain goût aussi, oui, parce que je suis lyrique, alors un peu con. Alors c'était toujours l'histoire de... Je voyais ça flamboyant, le cuirassier de Reichshoffen, ça me paraissait quelque chose de très brillant. C'était l'homme tank de l'époque, c'était un tank. Votre héros du voyage par la nuit découvre la guerre par la peur. On a dit de vous que vous n'étiez pas courageux. Est-ce que vous avez peur de la mort? Oh putain, maintenant, voyons, ça serait un soulagement. Non, je parle à cette époque. À cette époque. Ah, j'avais des raisons encore de vivre, n'est-ce pas? J'avais pas le même instinct qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en fous, je me tue tout de suite devant tout le monde, ça fera bien dans la caméra. Mais ça, à ce moment-là, j'avais encore des illusions. Pas des illusions, mais l'instinct de vivre. Ces illusions, justement, il les perd vite. Août 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Quelques semaines plus tard, le maréchal des logis Louis Détouche
volontaire pour une mission de liaison, est blessé au bras droit. Il est cité à l'ordre de la division et reçoit la médaille militaire. L'Illustré national lui consacre sa 4e page de couverture. La guerre, sa guerre, lui inspirera les premières pages du Voyage au bout de la nuit, qui forme un des plus violents réquisitoires jamais prononcés contre son absurdité. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs, comme ceux des loups. On allait toucher les filles après l'école dans les bois d'alentour, et on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet qu'on achetait même 4 marks. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret sans même venir nous parler d'abord, et en plein milieu de la route, il y avait de la marge, et même un abîme. Trop de différence. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. En effet, ça ne pouvait pas continuer. Adieu l'armée, adieu la guerre, adieu l'Europe. Bonjour l'Afrique. Nouvel engagement, mais cette fois-ci avec la compagnie forestière Sanga Ubangi, comme surveillant, puis gérant de plantation au Cameroun. C'est la découverte du colonialisme qu'il dénoncera plus tard, toujours dans Voyage au bout de la nuit, en des pages d'une exceptionnelle férocité à l'égard de la société blanche. Moins d'1 an après son arrivée, il est rapatrié sanitaire. Retour en France, il trouve à s'embaucher à la Fondation Rockefeller comme conférencier sur la prophylaxie de la tuberculose. En compagnie d'un marionnettiste, il sillonne la Bretagne pour porter la bonne parole hygiéniste. Il reprend seul ses études, passe à la suite les 2 baccalauréats, se marie, est rapidement père d'une fille et s'inscrit à l'école de médecine de Rennes. Quatre années encore et il soutient sa thèse de médecine à Paris, moins scientifique que littéraire comme il était souvent d'usage à l'époque, consacrée à Semmelweis, médecin juif hongrois qui découvrit un siècle auparavant l'origine de la fièvre puerpérale. Les études, une fois reprises, les examens, je les ai passés, AU, à la DIA, tout en gagnant ma croûte. Elle est bien défendue, la science, je vous le dis. La faculté, c'est une armoire bien fermée. Des pots en masse, peu de confiture. Désormais médecin, reste à Louis-Ferdinand Auguste Destouches d'aborder l'ultime degré de sa métamorphose, entrer en écriture. Mais avant, sous les auspices de la section hygiène de la Société des Nations, le docteur Destouches, frénétiquement, comme s'il voulait tout voir pour mieux tout raconter, et tout raconter au plus près, voyage. De Genève où il s'est installé, il retourne plusieurs mois en Afrique, sillonne l'Europe, découvre les États-Unis en abordant New York. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas. Non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. Retour à Genève où l'attend une rencontre décisive avec Elizabeth Craig, une danseuse américaine, l'impératrice comme il la surnommera, l'une des 2 femmes qui comptera dans sa vie, celle à qui il dédiera son voyage au bout de la nuit qu'elle verra naître. Le voyage, justement, il est peut-être temps de s'y mettre, mais pas de front, en biaisant en quelque sorte, car rarement entreprise littéraire fut plus périlleuse et plus gigantesque. Comme pour l'éluder une dernière fois, il entreprend la rédaction d'une pièce de théâtre, L'Église. Il en dépose le manuscrit à la NRF. Premier rendez-vous manqué. La NRF refuse de le publier. Quelques mois plus tard, nouveau refus pour sa thèse sur Semmelweis.
Genève, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, Clichy, Paris, des trains, des bateaux, des départs, des retours. On dirait qu'il fuit le 98 rue Le Pic où, après avoir quitté son appartement de Clichy, il a emménagé. Clichy où il a fait enregistrer son diplôme de médecin et où il ouvre un cabinet de médecine générale. Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque. Soupçonneux. Ils ont même été demandés au commissariat de police si j'étais bien un vrai médecin. Oui, qu'ils ont répondu, il a déposé son diplôme, c'en est un. Alors, il fut répété dans tout Rancy qu'il venait de s'installer un vrai médecin en plus des autres. Il gagnera pas son beefsteak, après dit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà beaucoup trop des médecins par ici. Et c'était exactement observé. Pourquoi vouliez-vous être médecin? Ah ben ça, c'est simplement, j'ai la vocation. Par respect de la vie humaine, par pitié pour les hommes Non, pour faire quelque chose de médical, ça me faisait plaisir. Ça m'a fait longtemps plaisir. Quand j'ai pratiqué la médecine, il y a 35 ans maintenant, et il me faisait plaisir de guérir un homme de cerveau, de soigner une varicocèle, de m'amuser avec une rougeole. Je trouvais ça très bien. J'étais soigneur de tempérament, n'est-ce pas? Je le suis. Est-ce la souffrance de l'homme ou bien la maladie en elle-même qui vous intéresse? Ah non, la souffrance de l'homme, j'ai dit s'il souffre, il va être encore plus méchant qu'il n'est d'habitude, et il va se venger, et puis c'est pas la peine, il se trouve bien, bon, très bien qu'il aille mieux, quoi, voilà. Il est vite fermé, le cabinet de médecine générale, mais le docteur Détouche ne quitte pas Clichy. Il tient une consultation quotidienne au dispensaire municipal du 10 de la rue Fanny. Et le reste du temps, le docteur Détouche écrit. Le soir, la nuit, le dimanche, partout, dès qu'il peut se poser un instant, il écrit, comme en transe. Sous le regard effaré d'Elizabeth Craig, il arrache 80 000 pages à la nuit, aux insomnies, au bourdonnement d'oreilles. Oui, 80 000 pages extorquées à la rage, à l'angoisse, au souvenir, à la peur, volées à la médecine, empruntées à la mort. 80 000 pages de douleur, d'ironie, d'amertume, de sarcasme. 80 000 pages raturées, barrées, corrigées, recommencées. L'ouvrage accompli, il transporte lui-même son manuscrit chez une dactylo avec une brouette. On est au tout début d'avril 1932. Le docteur Louis Détouche dépose son pavé à la NRF. 900 feuillets dactylographiés. De quoi épouvanter n'importe quel éditeur. 29 juin. Monsieur, depuis 2 mois et demi, vous avez en lecture mon manuscrit « Voyage au bout de la nuit ». Je vous serai très obligé de le remettre à ma disposition. N'ayant pas reçu de réponse, j'ai accepté la proposition d'un autre éditeur. Je vous prie d'agréer, etc. Louis-Ferdinand Détouche. Ratage grandiose pour Gaston Gallimard. Après Proust, Céline. Décidément, la prestigieuse NRF n'a pas toujours la main heureuse. Au 19 rue Amélie, l'habile éditeur qui a accepté sans barguigner de publier Le Monstre s'appelle Robert de Noël. Ce jeune Belge entreprenant, associé à Bernard Steele, un juif américain, n'en est pas à son coup d'essai. C'est lui qui a publié avec succès Hôtel du Nord d'Eugène Dabitte. Un soir, en rentrant du théâtre avec sa femme, il a fait comme d'habitude, il a dépouillé le courrier du soir pendant que sa femme allait se coucher. Et il y avait 2 ou 3 manuscrits, il en arrivait tous les jours. Il avait l'habitude de feuilleter toujours les manuscrits. Et il y en avait un énorme, il feuillette. Et dès la première page, il est empoigné, il reste là, il a passé la moitié de la nuit, le reste de la nuit à lire une partie du manuscrit. En allant se coucher, il dit à sa femme, tu sais, j'ai trouvé un manuscrit formidable. Dès le lendemain, de Noël adresse un pneumatique à son auteur, le rencontre aussitôt et lui annonce sa décision de publier immédiatement son ouvrage. D'accord, mais une condition, l'anonymat. Le docteur Détouche ne veut surtout pas voir révéler sa véritable identité. Son ours, comme il surnomme son manuscrit, sera publié sous le prénom de sa grand-mère, Céline.